Bienvenue sur Collaboration Solved, le podcast qui décortique les mécaniques cachées de la collaboration. Aujourd'hui, on va parler de comment les différents points de vue et les désaccords peuvent être utilisés pour amener les gens à mieux travailler ensemble. Moi, c'est Pierre-Cyril Denan, tu peux m'appeler PC, et aujourd'hui, je suis accompagné de... Émilie Dubé, facilitatrice chez Ensemble Leadership, facilitatrice en co-création plus précisément. La collaboration en équipe, on pourrait croire que c'est le fait d'être toujours d'accord, d'être absolument certain de là où on va, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. On va passer par des phases d'incertitude, par des phases de désaccord, et c'est justement là où on peut aller faire ressortir de ce que tu vas nous ramener des éléments essentiels pour le succès d'une collaboration future. Donc, je crois que tu avais un exemple en tête pour illustrer ça, non? Oui, mais d'abord, j'aimerais le situer et peut-être juste préciser que c'est pas toutes les collaborations qui ont besoin nécessairement de passer par des phases d'incertitude, des phases de désaccord. Peut-être qu'il y a une part de ça qui est euh, unavoidable, comme on dirait. Inévitable. Inévitable, bon, une petite part évidemment, mais en gros, les outils que moi je vais vous présenter, puis les modèles qui sont là pour nous aider à ce type de collaboration-là, mais c'est vraiment dans des cas où on a besoin de passer par ce qu'on appelle le groan zone, la zone qui fait grincer. Et ça, c'est quand spécifiquement, quand on doit inventer une nouvelle solution, quand on doit co-créer ensemble un nouveau chemin pour se rendre à l'objectif, puisque l'ancien chemin ou les anciennes solutions ne suffisent plus. Et donc, c'est pas dans tous les cas qu'on a besoin de nouveautés, mais dans le cas où on en a besoin, ça vient avec une part d'incertitude et dans certains cas, le problème, la situation, l'objectif reste à définir à plusieurs. Et ça, c'est insécurisant par soi-même. Quand le problème ou quand la situation, quand l'objectif est encore flou, ça vient injecter une certaine angoisse là, qui s'ajoute au problème. Donc, dans ces cas-là, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement ou on a besoin de modèles et d'outils pour réussir nos collaborations. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va... tu avais raison de le mentionner, donc on va partager après des images qui vont nous permettre de visualiser un petit peu ces choses-là, parce que c'est très visuel. La ground zone, ça s'accompagne d'un visuel très, très parlant. Avoir un objectif flou peut faire partie de la vie aussi. Donc on peut le vivre individuellement quasiment tous les jours. Malheureusement, la vie est pas aussi simple que ça. Oui. En quoi est-ce que ce que tu appelles le ground zone, est-ce qu'on pourrait dire une zone de désaccord en français, ou comment est-ce que ça nous aide? La façon que je le traduirais, c'est comme la zone qui fait grincer des dents, la zone inconfortable, tout simplement, parce que moi, je dirais en général, c'est parce qu'il y a de l'incertitude par rapport à est-ce que ça va fonctionner, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on va trouver la solution, et l'autre, c'est le désaccord. Est-ce qu'on s'entend sur la façon de procéder et même sur le problème à régler? Et donc, en quoi c'est important de traverser ça? C'est ça. C'est pas toujours nécessaire de traverser ça, mais moi, je dirais que si on est dans la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a besoin de se démarquer par rapport à ce que les autres font, ou on a besoin de faire les choses différemment parce qu'on est arrivé au bout un peu de notre façon habituelle de travailler. Puis là, j'ai une petite anecdote à vous raconter pour illustrer mon troisième créneau, qui est le développement de produits. Donc, on veut pas juste développer des produits, on veut développer des nouveaux produits innovants, donc qui peuvent
casser un peu avec ce qu'on retrouve sur le marché et donc qui implique plus de risques. Et il n'y a pas tant de désaccords, disons, entre les parties prenantes ou entre les designers sur l'objectif à atteindre. Habituellement, c'est pas vraiment cet axe-là qui est difficile, mais l'axe d'incertitude va être très élevé, puisqu'on cherche vraiment à se démarquer et à réussir un projet commercial. Ces deux choses-là ne vont pas ensemble statistiquement. Donc, il faut s'armer de courage, puis c'est ça, il faut être prêt à vivre une grown zone par rapport à ça aussi. Je vais juste nommer les deux outils, les deux modèles que j'utilise. C'est Ouais. la matrice de Stacy qui nous illustre les situations où une collaboration co-créative peuvent être intéressantes. Donc, les situations complexes, il y a deux axes. Il y a l'axe du désaccord et l'axe de l'incertitude. Puis, le diamant de la participation de Kahner. Et ça nous montre comme de la divergence. Le grown zone, qui est une zone d'émergence qui est assez floue entre la divergence et la convergence. Puis, on referme tout ça avec le symbole de la convergence. Et pour peut-être vous expliquer les étapes d'un développement de produit ou d'un processus co-créatif, participatif co-créatif, on pourrait comparer ça avec un tout petit diamant de divergence et convergence. Ça illustre nos réunions, nos décisions habituelles. C'est-à-dire qu'on diverge un peu en équipe, mais rapidement, par souci d'efficacité, à un moment donné, on va décider qu'on va trancher. Ensuite, si on se met dans un processus co-créatif ou hautement participatif, on doit s'attendre à élargir ce diamant-là et à le rendre un peu perméable dans le milieu. Donc, c'est pas un diamant qui est complètement fermé. On va avoir une phase de divergence qui est beaucoup plus longue qu'à l'habitude. Et on va aller en s'écartant, c'est-à-dire qu'on va donner une piste d'idée, une autre piste d'idée, une autre piste d'idée, une autre piste d'idée, puis jusqu'à en avoir beaucoup, beaucoup, puis qu'elles soient disparates les unes par rapport aux autres. On va avoir l'impression de s'éloigner du sujet, on va avoir l'impression de ne pas être efficace parce qu'on n'est pas en train de déjà pointer la solution. Et éventuellement, on peut se sentir de plus en plus inconfortable. Après, il y a comme une phase qu'on appelle une phase d'émergence où on a besoin de se donner une petite pause. Idéalement, on ne choisit pas tout de suite quoi faire. On a besoin de reléguer une partie de la décision à notre subconscient. On a besoin d'aller promener le chien, laver la vaisselle, dormir, rêver, plier les serviettes. Vous voyez, on a besoin de se mettre dans une autre d'autres zones, ondes cérébrales. Mais au niveau collaboratif, entre nous, à quoi ça ressemble cette phase d'émergence-là? Individuellement, c'est très variable. Il y a des gens qui vont sentir que cette phase-là est très agréable puisqu'ils font beaucoup confiance à leur intuition, font beaucoup confiance à leur subconscient et à leurs émotions. Tout ça, ils se laissent imprégner de toutes sortes de données et non pas les données factuelles cartésiennes. D'autres personnes vont avoir l'impression qu'ils sont pas en train d'avancer, sont en train de procrastiner, par exemple, et vont vivre de l'anxiété par rapport à ça. Mais en groupe, la façon qu'on vit ça, ça devient comme, comment je pourrais dire, il suffirait qu'il y ait seulement, disons, sur 5 personnes, qu'il y ait seulement 2 personnes qui vivent beaucoup d'anxiété dans le groupe, que ça peut se répercuter
auprès de tout le monde. La minute qu'il y a du blâme, par exemple, la minute on exprime beaucoup de stress par rapport au temps qui est en train de se passer. Là, les gens qui, dans leur vie personnelle, ont l'habitude de faire confiance à leur intuition, là, tout d'un coup, ils sont au travail, on met des attentes par rapport par rapport au professionnalisme et par rapport à euh, comment ça devrait se passer, mais on importe ça d'un ancien paradigme qui fonctionne pour d'autres types de résultats. Mais quand même, il y a des gens qui vont se sentir très insécurisés dans cette situation-là, parce qu'on vit pas seulement notre insécurité à nous, on va vivre l'insécurité des autres. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de rassurer les gens. Et la seule façon qu'on peut dire aux gens de faire confiance à la divergence et à l'émergence, c'est si ils ont réussi à traverser cette phase-là et à bien converger à la fin. Si on ne se rend pas au bout de ce diamant-là, si on n'arrive pas vers une solution qui fait « wow », qui se démarque, qui est nouvelle, puis qui en a vraiment valu la peine, c'est difficile de faire confiance au processus. Donc, c'est normal que les gens soient incertains et insécures avant d'avoir vécu l'expérience. Donc, je peux pas leur faire vivre cette expérience-là avant qu'ils vivent le processus. Et c'est un processus qui est quand même transformationnel. Quand les gens traversent ça, puis en ressortent avec une solution percutante, c'est plus satisfaisant que s'il n'y avait jamais eu de difficultés puis qu'ils avaient trouvé une solution percutante. Donc, il y a vraiment du beau potentiel à vivre ça, mais c'est ça, ils doivent le vivre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je leur raconte une histoire qui peut donner confiance. S'ils ont confiance avec cette histoire-là, que ça va en valoir la peine de vivre du désaccord et de l'incertitude dans les phases de divergence et d'émergence et de grown zone, il y a espoir qu'ils vont persévérer, qu'ils vont avoir du courage, puis qu'ils vont se rendre jusqu'à la fin avec un succès. Alors voici l'histoire qui m'a été racontée par mon directeur de programme en créativité et innovation, Sylvain Matt, qui était facilitateur, et c'est une histoire qui date, ça fait 25 ans à peu près, début des années 2000. Il était facilitateur animateur pour un grand brainstorming, centaines de personnes, chez la compagnie qui fait le rince-bouche Listerine, donc Johnson & Johnson. Et donc, vous connaissez Listerine? J'en utilise pas, mais je connais Listerine de réputation, en tout cas. Ben, c'est ça, c'était un leader dans sa catégorie. En fait, c'est toujours un leader dans sa catégorie. Si on va à la pharmacie, on va trouver la catégorie rince-bouche, on va trouver Listerine. Voilà. C'est sûr que c'est là. Et là, à ce moment-là, ils n'étaient pas satisfaits d'être leader de leur catégorie, étant donné qu'il y avait beaucoup des parts du marché qui allaient à des gens qui faisaient pareil comme eux, tout simplement qui allaient répliquer leurs produits. Et donc, ils n'arrivaient plus à se démarquer de leur compétition. Ils voulaient réinventer le produit. Et là, comment on fait pour réinventer le produit? Si on prend un Listerine banal, disons Listerine à la menthe, c'est un liquide, c'est un rince-bouche à base d'alcool, puis là, on dit, bon, on veut réinventer le produit. Si on fait une toute petite divergence de rien du tout, là, puis on veut converger rapidement, qu'est-ce qu'on va avoir comme idée? Donne-moi la première idée qui te passe par la tête. Lavande. Saveur de lavande et couleur Et lavande. couleur violette, voilà. Violette, bravo. Alors, en fait, je te trouve assez innovant parce que la plupart des gens vont dire une petite couleur comme orange, saveur à l'orange, couleur orange, ou saveur aux cerises, couleur cerise. Mais lavande, c'est quand même le plus innovant, mais ça reste qu'on n'a pas vraiment changé le problème parce qu'on ne s'est pas donné le temps de diverger davantage. On ferme vite le diamant si c'est la première idée qu'on lance, puis c'est la première qu'on retient. On peut pas dire qu'on a vraiment ouvert à beaucoup de créativité.
Donc, dans ce cas-là, il encourageait les gens à donner plus d'idées. Vraiment, il ne faut pas trop s'inquiéter de si c'est une bonne idée ou pas, parce qu'ensuite, on va ramener l'idée à quelque chose de commercial. Donc, on rappelait les règles de divergence qui sont du genre, euh, il faut suspendre le jugement, c'est toutes les idées qui sont acceptables, c'est pas le moment de les juger, on va les juger plus tard. On veut miser sur la quantité, concentrez-vous pas trop sur la qualité, allez-y avec la quantité. Bref, c'est juste quelques exemples là, de règles de divergence. Bref, il y avait quelqu'un autour d'une de ces tables-là de brainstorming qui trouvait que c'était une grave perte de temps. Ce bonhomme-là était un peu fâché. Pour lui, il voyait ça comme un manque de professionnalisme. Il trouvait que ça allait nulle part. Et là, il a donné une idée in spite. Est-ce que, juste pour comprendre, cette personne-là trouvait que ce qui était une perte de temps, c'était le brainstorming Oui. en soi? C'est ça? Ben, Pas le en fait de trouver quelque chose d'innovant, mais non, mais c'est l'activité ça. de brainstorming. Ben oui, parce que l'activité de brainstorming, quand on le fait bien, on invite vraiment à aller en s'écartant. On veut toutes sortes d'idées différentes. Puis on en veut plus. Puis on en veut plus encore. Donc, c'est comme après qu'on a dit l'hystérine à la lavande, l'hystérine à la cerise, l'hystérine à l'orange. On dit, OK, quoi d'autre? On veut un, un jouet en listerine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, faut vraiment qu'on pousse les gens à donner des idées qui sont farfelues, qui n'ont aucun sens. On cherche à aller au-delà de ce qui a du sens aujourd'hui. Ok. Donc là, en fait, il était dans ce que tu énonçais tout à l'heure, on était tellement écartés, il y avait Oui. tellement de possibilités que là, pour lui, il était comme désengagé parce que on allait nulle part. Donc, c'est la frustration qu'on peut retrouver chez beaucoup de gens qui ont l'habitude de travailler de façon très, très logique, rationnelle, cartésienne, efficace. Si on est dans tu sais, typiquement, les gens qui sont aux opérations, ils sont pas dans l'imagination de ce qui pourrait être. Ils sont dans qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est efficace, puis qu'est-ce qui est pas efficace. Donc, ils sont dans le jugement, ils ont besoin d'utiliser leur jugement tous les jours pour que les choses fonctionnent. Et donc, cette personne-là, elle a donné une idée, quand je dis in spite, je ne sais pas comment le traduire en français, mais il a donné une idée pour montrer son désaccord. Il a montré une idée in spite. Il a montré une idée un peu de mauvaise foi, si on veut. Il a fait un commentaire un peu sarcastique Oui, il a donné une mauvaise idée, mais par exprès, pour souligner l'absurdité de ces règles de divergence-là, de ce processus-là. Okay. Et donc, il a dit, c'est ça. L'avocat du diable, quoi. Il a lancé une pique. Oui, exact. Donc, il aurait dit quelque chose du genre. Il aurait dit, vous voulez n'importe quelle idée, c'est ça? C'est pas grave si ça marche pas. Ben, correct. On va prendre la listerine, on va le geler, puis on va le vendre en barre. Donc, on va prendre la listerine, on va le geler, puis on va le trancher. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la meilleure idée du monde. Ouais, pourquoi? Ben, c'est super innovant. Oui, c'est super innovant. C'est super innovant, mais il y a un problème avec cette idée-là. C'est que c'est pas possible si on s'adresse à des consommateurs normaux. Il faudrait qu'on s'adresse à des gens qui ont des congélateurs industriels. Parce que le listerine est à base d'alcool et l'alcool ne gèle pas. Donc, il a fait exprès de donner une mauvaise idée. Puis là, quand on est dans notre façon habituelle de travailler, là, on va être dans un mode jugement, on va dire c'est bon ou c'est pas bon. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. Donc, c'est un réflexe très habituel que les gens disent bonne idée quand ils sont en train de pratiquer leur brainstorming. Ils vont dire bonne idée en tant que facilitateur, alors que quand on dit bonne idée à une personne puis on dit rien à l'autre, on vient décourager l'esprit de divergence et lui mettre des freins. Mais ça, il faut rester neutre. Donc, si on vient teinter d'un jugement, une option, malheureusement, on crée quelque chose qui peut déstabiliser une chimie qui est en place, quoi. Oui, c'est ça. Puis, on peut jamais être neutre. On est quand même
on est toujours des humains. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on est dans le jugement, c'est très difficile de s'en départager, même pour le jugement positif. Alors là, il a donné une idée qui, si on avait à l'évaluer telle qu'elle, c'est une mauvaise idée. Mais ce qui est merveilleux de cette histoire-là, c'est que les gens autour de la table ont réussi à reconnaître qu'il y avait quelque chose de fantastique dans cette idée-là, qu'il y avait quelque chose de très innovant. Et toi, ce qui t'a fait réagir tout à l'heure, Pierre-Cyril, c'est quoi que tu trouvais qui était innovant dans l'idée? C'est que le produit de base n'est pas vendu sous cette forme. Il est vendu sous une forme liquide qu'on doit mettre dans la bouche pour rincer. Puis là, il gardait la fonction, mais d'une complètement différente d'un changement de saveur qui est Oui. Donc, moyen changement, quoi. oui, exact. Donc, on change de forme, on change d'aspect, donc on passe de liquide à solide, puis on change d'utilisation. Donc, on a tout un autre rapport à l'objet, au produit. Et c'est ça que les gens ont trouvé intéressant autour de la table. Donc, ils étaient capables de prendre une idée qui, si on l'évaluait tout de suite, elle serait mauvaise, mais de dire, il y a quelque chose dans cette idée qui a du potentiel. Et ça, s'il y a Mm. une chose que je pourrais communiquer aux gens, euh, et c'est bon quand on est en solo, mais en collaboration, c'est quelque chose qui peut donner espoir. Euh, c'est que quand on cherche des solutions à des problèmes complexes, où est-ce qu'il y a l'incertitude, où est-ce qu'il y a une part de nouveauté, euh, il ne faut pas s'attendre à trouver un diamant taillé, poli, serti, brillant, tout fait. Waouh, l'idée du siècle! Merveilleux. On va pouvoir le mettre en marché. Ça va être un succès commercial fou. Ce qu'il faut, se préparer psychologiquement, là, et entre nous, s'accompagner dans l'incertitude et l'ambiguïté et l'inconfort que ça amène, c'est que on doit probablement repérer des potentiels diamants à l'intérieur de cailloux assez rudes, euh, euh, assez peu brillants, là. On doit chercher des diamants bruts. C'est ça qu'on devrait avoir en tête. Quand on cherche une bonne idée, on devrait trouver une idée qui n'est pas si bonne telle qu'elle, mais qui a quelque chose au cœur de l'idée qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, OK, je sais que l'alcool, le Listerine, ça gèle pas, mais j'aime l'aspect solide. Quelqu'un d'autre a dit, oui, oui. Moi, bon, j'aime pas que ça fonde, mais j'aime que ça change notre utilisation, par exemple. J'aimerais bien, je sais pas, quelque chose de solide qu'on peut amener dans notre, dans notre sacoche ou quelque chose comme ça. C'est ça, ce soit amusant, tu sais, ça joue avec l'idée de bonbons. Et les gens dans l'histoire que je raconte, se sont mis à travailler sur l'aspect solide. C'est ça qui les intéressait le plus. Donc, l'alcool réussit bien à trouver une forme gélatineuse, une forme solide par l'ajout de glycérine. Et euh, je vais demander aux gens, mais ça, est-ce que c'est commercialisable? Tu sais, est-ce que c'est commercial en tant que tel, cette idée-là? Ils vont dire non, bien sûr, au popsicle en Listerine. Ils vont dire non au Jello Listerine. Ils vont dire c'est dégueulasse. C'est pas appétissant du tout. Mais après, quand je leur montre le produit final, ce qui a donné à Johnson Johnson un succès commercial fou au début des années 2000, je pense qu'ils ont réussi à faire rentrer dans leur investissement là, pour toutes les nouvelles machines. Tu sais, comme projet manufacturier, c'est pas rien. Là. Je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de mois habituellement de rentrer dans son argent d'un produit quand on réussit. Euh, mais lui, le petit Listerine en petite feuille, là, en petite feuille très, très mince, là, lui, ce projet-là, il a réussi à rentrer dans son argent en 6 mois, ce qui Hmm. est considéré un succès commercial fou et les profits étaient de cet ordre-là.
de l'ordre du succès commercial fou. Aujourd'hui, j'en vois moins, j'en trouve pas beaucoup, mais au début des années 2000, en Amérique du Nord, en tout cas, là, il y avait vraiment beaucoup de ces produits-là. C'était très à la mode et ça a fait fureur. Puis là, aujourd'hui, ben, il faut que je trouve, faut que je cherche longtemps pour trouver du Listerine réinventé. Là, j'ai un petit push-push. Bon, bref. Ils ont vraiment réussi à se démarquer de leur compétition. Ils ont trouvé un autre brevet qui avait l'exclusivité pendant X nombre d'années. They delighted their clients, their customers. Tu sais, le delight qu'on trouve en design thinking, c'est ce petit je ne sais quoi de plus qui fait qu'on aime ouvrir notre boîte iPhone, là, par exemple. Mais il y avait un aspect de ça, de delight dans ce produit-là. Et c'est parti de l'idée qui fonctionne pas, d'une idée vraiment issue d'une émotion négative et de l'anxiété qui habite ce processus incertain et anxiogène. Et Là. alors, pour, pour essayer de wrapper l'histoire autour de la mécanique qui a permis de Ouais. trouver ça. Donc là, dans cette histoire-là, il y avait quelqu'un qui était comme assez, comment dire, sarcastique sur la manière de faire le brainstorming, ou en tout cas de la manière dont les idées commençaient à s'éloigner de sa propre vision de ce que pouvait être Oui. un futur produit innovant. Ben, en fait, je pense qu'il n'avait pas confiance. Oui, en fait, Oui. c'est une hypothèse que j'aimais, c'est pas nécessairement Oui. vrai, là, parce que ça s'est passé il y a longtemps, puis j'étais pas là. Mhm. Mais donc cette personne-là n'avait pas nécessairement confiance dans le processus, dans les idées qui se projetaient, qui étaient émises. Et là, ce qui a permis finalement d'aider le groupe à converger vers quelque chose, c'est quelque chose que le facilitateur a mis en place. C'est quoi, selon toi, ce petit élément Ben, qui a non, c'est aidé? ça. Parce qu'on aurait pu on aurait pu ne jamais avoir ce produit-là Ah, c'est clair. si, je dis pas que si le facilitateur n'avait pas fait sa job, mais je veux Ouais. dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu, qu'est-ce qui a Ouais. fallu que ce produit-là sorte? C'est qu'il y a eu quelque chose dans cette discussion où on est resté sur ce diamant brut pour Ouais. essayer de l'exploiter. OK, ben, je peux juste te répondre avec les cas que moi j'ai vécu, mais mais je peux dire que dans beaucoup des mandats où j'accompagne les gens, je dois donner confiance dans le processus, je dois moi-même gérer mon anxiété liée au fait que c'est possible qu'on trouve pas la solution qui tue, OK? Et parfois je dois même gérer l'anxiété que mes co-facilitateurs vivent également. Et je dois accompagner mon client et les parties prenantes sur le fait que on est en train de traverser un moment qui est naturellement incertain, ambigu, complexe et flou, qui est à définir. Je dois leur raconter des success stories. Je dois les remettre aussi en contexte que quand eux sont en train de gérer l'ambiguïté et la complexité de leur propre vie personnelle, ils ont vécu des succès. Ils ont vécu des succès de collaboration, ils ont vécu des succès où pendant très longtemps, ça ne fonctionnait pas, puis éventuellement, il y a quelque chose qui a fait un déclic. Je dois leur rappeler que leur cerveau intuitif a probablement eu un apport dans ce dénouement-là. Sinon, si c'était vraiment juste leur cerveau logique qui les a amenés vers la solution, on peut se demander, mais pourquoi le cerveau logique n'a pas réussi avant? C'est vraiment en s'appuyant sur des succès passés qu'on
peut faire confiance au futur. Souvent, que je travaille avec des équipes de développement de produits. Je peux avoir des développeurs, je peux avoir des ingénieurs, je peux avoir des designers. Souvent, j'en ai là-dedans qui ont très bien réussi leur design, de traverser leur zone floue dans un projet de design à eux. C'est-à-dire, au travail, peut-être qui n'ont jamais eu la permission de prendre beaucoup de risques, mais dans leur projet de rénovation, ils ont pu réfléchir vraiment, s'écarter beaucoup avec plusieurs idées différentes et ils ont pu traverser des moments qui étaient très, très difficiles, très ambigus. Dans leur famille, ils peuvent avoir résolu des problèmes complexes humains avec d'autres personnes, mais quand ils arrivent au travail, ils savent pas que c'est les mêmes fonctions qui peuvent être mises à contribution. Et souvent, tout ce que les gens ont besoin de savoir, c'est qu'ils ont une permission spéciale d'aller en s'écartant, de prendre plus de temps, de faire travailler leur intuition et leur subconscient alors qu'ils sont à la maison en train de prendre leur douche, en train de faire à manger, en train de prendre une marche. Que ces zones-là, c'est l'eureka. Ça, c'est ce que tu appelles la zone d'émergence, comme tu disais tout à l'heure? La zone d'émergence va être aidée de cette confiance dans notre processus subjectif, intuitif, émotif, affectif, somatique. Tout sauf le logique. C'est-à-dire que quand on touche à une solution qui vient pas de notre tête, mais pour laquelle on devient presque comme un channel, on touche à quelque chose de plus grand que ce qu'on connaît de soi-même. Et donc, la phase d'émergence, elle peut être vécue comme un grown zone, elle peut être vécue comme une expérience divine, OK? J'exagère même pas. Avant, la créativité, c'était associé au Dieu, là. C'était grâce, je sais pas moi, c'était grâce à Zeus si on avait une inspiration, là. Donc, c'est ça. La phase d'émergence requiert une permission de casser avec les façons habituelles qu'on a de travailler. Tout ce qui est considéré professionnel et efficace. Cool. Je te remercie en tout cas pour l'explication de comment est-ce qu'on peut aller déjà se faire confiance, aller chercher son esprit intuitif en respectant et en accompagnant les gens à aller dans cette zone d'émergence, puis surtout pour l'histoire, parce que je pense que l'histoire est super intéressante à raconter en introduction quand on va partir sur un brainstorming, ou peut-être on peut savoir d'avance que les participants pourraient être un peu fermés à aller ajouter ça, puis leur donner une petite permission de se lâcher et d'aller ramener quelque chose qui est en dehors de la boîte, parce que ça a déjà marché. Ça se trouve, ils ont même déjà le produit dans leur poche, ou ils en ont déjà acheté une fois, ce qui fait que ça peut être un bon petit truc. Merci pour ça, Émilie. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Mais le plus facile, quand on connaît mon nom, c'est de me trouver sur LinkedIn, donc Émilie Dubé. C'est dans le titre, là. Je pense que mon titre, c'est facilitation, formation, co-création. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans le studio. Et puis, au plaisir de se revoir une prochaine fois. Oui, merci à toi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve dans quelques semaines pour regarder une nouvelle facette de la collaboration avec un nouvel invité. Et d'ici là, je vous retrouve dans la newsletter de collaborationsoft.com. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.